Inventarium du Café Repas, atelier d'écriture, c'est la proposition 8. Aujourd'hui, la proposition 7 court toujours, court jusqu'à fin novembre. Le gros jardin, un gros jardin. Merci pour ceux et celles qui ont déjà contribué. C'est une contribution ouverte. Elle peut être réalimentée chaque fois qu'un mot, à tête bizarre croisera votre route et que vous aurez envie de l'ajouter à notre verbier bréviaire, à notre gros jardin. Mais là, tout de suite aujourd'hui, c'est la proposition 8. Et la proposition 8, elle a à faire avec l'anecdote. Alors, j'ai très très envie de vous parler d'un livre, un livre indispensable, c'est-à-dire n'importe quel livre de Jean-Christophe Bailly. Là, en l'occurrence, c'est Élargissement du poème, dont je vais vous lire quelques extraits, puisque dans Élargissement du poème, Bailly s'appuie sur une citation de Benjamin et parle de l'anecdote de la façon suivante. Les constructions de l'histoire, dit Benjamin, sont comparables à des ordres militaires qui tourmentent et casernent la vraie vie. A l'inverse, l'anecdote est comme une révolte dans la rue. Elle nous rend les choses spatialement proches. Elle les fait entrer dans notre vie. Elle représente l'opposé exact de l'histoire qui requiert l'identification, l'intropathie, sous l'effet de laquelle tout devient abstrait. Il faut conserver cette technique de la proximité pour toutes les époques de l'histoire au niveau du calendrier. Et Bailly de compléter cette citation de Benjamin. La mauvaise réputation de l'anecdote, Benjamin la retourne en valeur positive. Il en fait un critère d'indiscipline et voit d'abord en elle une alliée. Ce qu'elle apporte, ce qu'elle lui apporte, c'est une valeur concrète de retentissement, une valeur d'immédiateté et de résonance. L'anecdote ne renvoie à aucun ordre préexistant et échappe comme telle à tout schématisme. Elle est là d'un coup, et c'est cette force d'irruption qui fait d'elle l'équivalent d'un écart ou d'un accident. Une révolte dans la rue, va-t-il jusqu'à dire. Et un dernier petit bout qui est la conclusion. Les anecdotes, je sais qu'on peut pourtant s'en servir, qu'on aime qu'elles soient, comme on dit, révélatrices ou parlantes, et que les constructions militaires qui tourmentent et casernent la vraie vie peuvent faire d'elles des sortes d'estafettes chargées de travailler et de recruter dans leur marge. Mais à ce service ou à cette servitude, il me semble que l'anecdote, en son fond, se dérobe, et que c'est par là que s'indique sa véritable fonction, être une vignette, mais sans lien, un copeau, mais sans souvenir de masse ou de rabot, un pur éclat, mais sans bloc ni désastre. Donc, vous l'aurez compris, je vais vous demander pour cette proposition 8 de vous attaquer à une anecdote, ou plutôt qu'une anecdote s'attaque à vous. Donc ça c'est facile, on travaille sur cette famille et il me faut une anecdote familiale. Après, la chose va un petit peu se corser puisque évidemment, qui parle, qui raconte et d'où sort cette anecdote. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'anecdote qui inclut un enfant et qu'on a toujours entendu, qui a toujours déjà été là. Une anecdote où l'enfant fait partie du sujet, soit parce qu'il y a assisté, soit parce qu'il y a participé, fait partie donc de l'action, il était présent, mais néanmoins trop petit et tout au long de sa vie, ensuite, on lui raconte cette anecdote et cette anecdote devient donc une sorte de mythologie familiale, puisqu'elle a une forme sous laquelle on la raconte. Vous savez, l'anecdote qu'on raconte à table, qu'on raconte chaque fois que quelqu'un de nouveau pénètre le cercle familial, l'anecdote qui fait honte ou au contraire l'anecdote qu'on attend. C'est cette anecdote-là qui m'intéresse. Alors ça, bon, c'est facile. Et maintenant, ce que je vais vous demander
en plus de ce récit, l'anecdote familiale livrée dans son coffret familial, Confort Plus, c'est un deuxième paragraphe qui soit l'anecdote, le moment de cette action racontée par l'enfant, avec la voix d'enfant, avec cette voix d'enfant avec laquelle on joue depuis un petit moment. On a parlé de Romain Gary et de quelques autres, de gens qui approchent voilà, cette voix d'enfant, ce vocabulaire d'enfant, et le malentendu qui va avec le regard que l'enfant a sur ce moment qui ensuite va devenir une mythologie. Évidemment, l'écart entre les deux paragraphes, entre les deux récits, un récit qui est le premier, qui est donc cette mythologie familiale peaufinée, qui a été polie par le temps, qui s'est améliorée, qui s'est inscrite dans une sorte d'éternité, n'a rien à voir avec ce deuxième paragraphe, qui est un paragraphe de ressenti, qui peut être écrit sous une forme beaucoup plus poétique, beaucoup plus fragmentaire, beaucoup moins écrite, justement, beaucoup moins bien ordonnée, beaucoup plus surprenante, et qui va aussi parfois mettre en valeur dans l'anecdote un détail qui n'a pas d'importance dans la mythologie de cette anecdote, qui va être complètement écarté dans le récit que les adultes et la famille vont en donner, mais qui fait au contraire pour l'enfant le centre de l'intérêt, le centre de l'attention, le point déterminant. Voilà. Et comme ce serait trop facile sinon, si je vous laisse juste avec ces deux petits paragraphes, j'ai très très envie de vous en demander un troisième. Et pour cela, je vais vous lire un extrait complètement au hasard d'un livre de Paul de Brancion qui s'appelle L'ogre du Vaterland, qui est paru aux éditions Bruno Doucet. Bon, c'est une édition remarquable à tout point de vue. Vous pouvez acheter n'importe quoi chez Bruno Doucet. Il y a plein de tentatives poétiques extraordinaires. Et moi, je suis tombée, donc j'ai acheté à l'aveugle L'ogre du Vaterland de Paul de Brancion. Non, pas à l'aveugle complètement, évidemment. J'aimais beaucoup le titre et j'aime beaucoup les histoires d'ogres, donc ça tombait bien. Il se trouve que ce volume est le deuxième d'un diptyque. Le premier s'appelle Ma mort est morte. Il est consacré à sa mère et c'est un volume qui est écrit en plusieurs langues. Paul de Brancion jette sur ses géniteurs dans le volume 1 et le volume 2 un regard assez rude et qui est revendiqué comme tel. Dans ce deuxième volume, la seule trace qui reste d'une langue étrangère, c'est que le narrateur ne dit jamais je, mais i, le je allemand, pour parler de lui. Sinon, tout le reste est en français. Mais il y a une particularité qui nous intéresse, c'est que chaque chapitre ultra court est toujours ponctué par une citation provenant d'un conte. Il tourne sur 4 ou 5 contes différents, Le Petit Poucet, Les Soirs ridicules, Peau d'âne, il y en a un ou deux autres, La Belle au bois dormant. Et à chaque fois, il prend quelques lignes qui viennent ponctuer ce qu'il a dit précédemment. On retravaillera avec cet ouvrage. Pour l'instant, je vais me contenter de vous lire le chapitre 43, ou la page 43, qui se conclut donc avec une citation de Peau d'âne. À la mort de son frère, elle avait écrit « Quand je me marierai, G pourra adopter mes fils ». Léon Jacques perçoit tout de suite le risque. On aurait pu l'utiliser comme étalon reproducteur, adopter seulement ses futurs fils. Il comprend la perfidie du mécanisme, s'en saisit avec jouissance. Faudra jouer serré. Elle envisage de tout envoyer de promener, transmettre son nom à cet étranger, ce futur mari en quête d'auteur qu'elle commençait juste à trouver acceptable. Alors, elle n'était rien qu'une figurante, une pondeuse.
Elle accepte contrainte et forcée. Citation. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps. Peau d'âne. Je ne vais pas citer plus loin Monsieur Brancion, mais voilà ma demande. Une anecdote dans son écrin de mythologie familiale, sa version du point de vue de l'enfant, d'un enfant, des enfants, et puis une citation référence, citation qui fait écho à cette anecdote, tirée d'un conte. Bien sûr, dans le travail que vous allez faire, vous pouvez tout à fait envisager de prendre les choses à rebrousse et de commencer par choisir dans un conte qui vous plaît, un conte familier, un conte bien aimé, une citation et de déduire finalement l'anecdote qui s'y réfère. C'est-à-dire de l'inventer de bout en bout, évidemment. Ou pas, ou de la composer. Libre à vous. Moi, de mon côté, j'attends vos textes, comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne lecture, et à bientôt.